Ça a toujours été un quartier dur. Ici, on tue pour 50 francs. Jean-Pierre Bloch, adjoint au maire du 18e, 14 novembre 1984. Cette citation de Jean-Pierre Bloch n'aura jamais eu autant de sens, car c'est dans ce même quartier que va naître le monstre de Montmartre, qui assassinera et torturera ses victimes pour des butins misérables. Le monstre de Montmartre, un bien faible mot pour décrire la personne qui a orchestré le meurtre de nombreuses vieilles femmes. Entre 1984 et 1987, pas moins de 21 femmes vont être tuées violemment à Paris. Des vieilles femmes gentilles, sans histoire, souvent appréciées de leurs voisins et de leur entourage. Mais quelque chose, ou quelqu'un, va venir mettre fin à leur vie de manière prématurée. C'est l'histoire du monstre de Montmartre et de ses victimes que je vais vous conter aujourd'hui. Générique. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le sponsor à l'année qui est CyberGhost VPN. N'oubliez pas, en cliquant sur le premier lien dans la description, vous pouvez toujours profiter de moins 83%, soit un abonnement à 2,03 par mois, plus 4 mois offerts, et enfin un énorme soutien à la chaîne. Donc n'oubliez pas, utilisez CyberGhost VPN pour protéger vos données, voir du contenu que vous ne pouvez pas voir avec une adresse IP française, et profiter d'un service très performant, en plus de, une nouvelle fois, vraiment soutenir la chaîne. Je vous remercie. Dans le 18e arrondissement de Paris, on se souvient encore de la série de meurtres de vieilles dames qui a ébranlé tout le quartier et toute la ville, entre 1984 et 1987. Personne ne peut oublier ça. 8 meurtres en 6 semaines, dans un seul quartier, une épouvantable hécatombe. Le début des atrocités commence le 5 octobre 84. À ce moment-là, Anne Pontus, 83 ans, comme à son habitude, rentre du marché. Elle dit bonjour à ses voisins et aux riverains qu'elle croise chaque jour. Tout le monde le lui rend. Anne est très appréciée pour sa gentillesse et sa douceur. Mais alors qu'elle est sur le chemin du retour, elle ne se doute pas qu'on la suit. Et alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, on la pousse dans son appartement, on la bâillonne et on la ligote avec le cordon des rideaux. Anne est stupéfaite et terrorisée. Elle ne comprend pas. Qui pourrait s'en prendre à une vieille dame comme elle? Puis, on la frappe au visage, et sur tout le corps, avant de l'étouffer avec un oreiller. Ensuite, on retourne la totalité de son appartement. Le bulletin récolté, 300 francs, soit 30 €. 3 fois rien. Ses voisins, sous le choc, décrivent une toute petite dame, toute menue, qui marche très difficilement avec une canne et qui parle souvent avec les gens quand elle se sent seule. Mais c'est loin d'être fini. Le même jour, Germaine Petitot, 91 ans, qui fait sa balade quotidienne, est agressée rue Le Pic. On la ligote, on la bâillonne et on la bat aussi. Elle a la chance de survivre à l'agression. Mais le choc est tel qu'elle ne peut rien raconter. Seulement 4 jours après, le 9 octobre, les pompiers interviennent dans le quartier pour éteindre un incendie. Aucun lien, me direz-vous? Malheureusement si. Ils retrouvent dans les décombres le corps de Suzanne Foucault, 89 ans, pieds et poings liés, la tête enserrée dans un sac plastique. On lui a volé sa montre et 500 francs en liquide, l'équivalent de 75 €. Pendant près d'un mois, la série semble s'interrompre. Mais le lundi 5 novembre, l'absence d'une institutrice intrigue les parents et les élèves d'une école voisine, et la police est alertée. 2 heures plus tard, les forces de l'ordre enfoncent la porte du logement de Johanna Secaresco, 71 ans, boulevard de Clichy, et découvrent son cadavre dans un appartement saccagé. Elle est retrouvée morte étranglée à son domicile, où les assassins ont fait preuve d'une sauvagerie inouïe. La vieille institutrice a le nez et la mâchoire fracturés, et un foulard l'étrangle à moitié. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. La vieille femme, qui faisait ses courses invariablement tous les jours vers 12h30, avait vraisemblablement été suivie et on l'a torturée pour qu'elle dise où se trouve son argent. Finalement, ces 10 000 francs en bons du trésor, qui sont des titres émis par l'État pour financer sa dette, se sont envolés, sans savoir vraiment ce que ce tueur-voleur pourra en faire. J'aimerais que ça soit la fin, mais non, les meurtres continuent. 2 jours plus tard, le 7 novembre, rue Marc Séguin, toujours dans le 18e arrondissement, on trouve une nouvelle victime. Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée étranglée 2 heures à peine après son assassinat par son fils André Benaïm, qui venait, comme tous les jours, déjeuner avec sa mère. Et elle est allongée sur le lit, pieds et poings liés, avec du fil électrique et bâillonnée avec une serviette éponge.
son ou ses meurtriers ont été d'un rare sadisme. Ils lui ont fait avaler de la soude caustique, sans doute pour lui faire avouer où étaient cachées ses économies. Sa bouche et sa gorge sont brûlées. Les derniers moments de sa vie ont dû être terribles, et on l'a torturé pour un butin misérable. Moins de 500 francs. Cette fois, un voisin a prévenu la presse. En quelques heures, photographes et journalistes sont sur les lieux. L'affaire dévoilée au public prend une envergure nouvelle. La presse va alors consacrer de nombreux articles à cette série noire, qui est loin d'être terminée. Le lendemain, à 20 mètres de là, dans la même rue qu'Alice Benaïm, Marie Choi, 80 ans, est retrouvée torturée et étouffée. C'est l'infirmière qui venait soigner la vieille femme à domicile qui la retrouvera morte. Le cadavre torturé, jeté sous un lit, est ligoté avec du fil de fer cette fois et bâillonné avec une serviette éponge. L'autopsie montrera, entre autres sévices, qu'elle a eu la boîte crânienne défoncée. Les assassins n'ont pu lui dérober que 200 ou 300 francs, tout ce qu'elle avait sur elle. Et le jour d'après, Maria Miko Diaz, 75 ans, meurt étouffée par un torchon. Son corps est couvert de coups de couteau et on lui a coupé le petit doigt. Tout ça pour 200 francs. Nous sommes alors le 9 novembre et c'est déjà le 6e meurtre depuis le 5 octobre, mais ce n'est toujours pas fini. Moins d'une semaine s'écoule et le 12 novembre, on découvre 2 autres corps au cours d'une même journée. Un dans le 18e et l'autre dans le 17e, un arrondissement tout proche. Mais ces crimes ont été perpétrés respectivement 6 et 8 jours auparavant. On trouve d'abord le corps de Jeanne Laurent, 82 ans, elle aussi ligotée avec du fil électrique. L'appartement a été dévasté, mais seules des liquidités ont été volées. La vieille dame habitait au dernier étage et son corps est découvert par un ouvrier couvreur qui travaillait sur le toit de l'immeuble. 4 heures plus tard, à 800 mètres de distance, le second cadavre de la journée est découvert. Madame Paul Victor, 77 ans, est retrouvée morte, la tête dans un sac plastique, sous un oreiller. La police est alertée grâce à une jeune voisine qui, allant aux toilettes communes, a remarqué une forte odeur de putréfaction. Je lui répétais sans cesse « Ne sortez pas seule si tard ». Elle disait oui, mais elle n'écoutait pas. C'était sa façon de tromper son ennui. Voisine de Paul Victor. Après tout ça, tout le quartier est sous le choc, comme vous vous en doutez, et très vite, les soupçons se portent sur les drogués ou des trafiquants car les gens se plaignent depuis longtemps de l'insécurité et des troubles grandissants dans le quartier. 8 morts en 6 semaines, et pas la moindre piste. À part des empreintes digitales, on en retrouve partout dans tous les appartements. Mais quand on les compare avec celles répertoriées dans les fichiers, ça ne donne rien. Très vite, le quartier est gagné par la peur. Les journaux, quant à eux, parlent d'un tueur de vieille dame du 18e arrondissement. Et de leur côté, les enquêteurs font des rapprochements. Les spécialistes se rendent compte qu'un mode opératoire est en train d'apparaître. D'abord, il y a proximité de temps et de lieu. La période d'octobre-novembre et le 18e arrondissement et ses environs. Ensuite, les victimes sont toutes des femmes âgées vivant seules. Bon nombre d'entre elles ont été repérées par le ou les criminels en fin de matinée pendant qu'elles faisaient leurs courses. Dans la plupart des cas, les femmes sont attaquées au moment où elles rentrent chez elles, poussées à l'intérieur de leur appartement, à l'instant où elles ouvrent la porte, ce qui explique l'absence d'effraction. Presque toutes les victimes sont ligotées et bâillonnées. La violence est toujours extrême et immédiate. Le ou les criminels cherchent à faire parler par la torture. Ils tuent par étouffement, strangulation et utilisent à plusieurs reprises des sacs en plastique pour asphyxier. Ils volent presque exclusivement des espèces. Voilà les conclusions des éléments d'un scénario qui semble se répéter avec peu de variations. Le 13 novembre 1984, une centaine de policiers sont déployés dans un rayon de 1500 mètres autour du Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement où est censé rôder l'assassin. De plus, l'arrondissement est divisé en 14 secteurs et chaque secteur est sillonné 24 heures sur 24 par des patrouilles de 3 policiers. Sur simple demande, ces policiers peuvent se mettre à disposition de toute personne âgée qui désirerait être accompagnée quelque part. En parallèle à ces policiers en uniforme, plusieurs dizaines d'inspecteurs de la brigade criminelle en civil quadrillent le terrain. Mais la police n'a toujours pas la moindre piste. Une maire du 18e décide d'organiser une réunion d'information et ce jour-là, près de 2000 personnes se réunissent à la mairie. Les gens ont peur et surtout les vieilles dames. C'est justifié, je pense. Pas expert, hein, mais à mon avis, c'est normal. Les politiques s'emparent du sujet, d'autant que l'opinion publique voit d'un œil très défavorable ce qu'elle considère comme un problème de sécurité. Pendant ce temps, au commissariat du 18e, c'est l'alerte rouge. Demande de renseignements ou d'une protection rapprochée provenant de vieilles dames, patrouilles sollicitées pour donner diverses informations et conseils, montrent à quel point le climat de tension est fort et combien la police est sur le qui-vive. Le 18e arrondissement est en état de siège. Il est impossible à la population de l'arrondissement d'ignorer les patrouilles de CRS qui signalent la porte de Clignancourt, le boulevard de la Chapelle, le cimetière de Montmartre, le métro Barbès, ainsi que le quartier de la Goutte d'Or.
Puis, le journal Le Parisien sort en première page, le mercredi 14 novembre, un portrait robot fondé sur le témoignage d'une vieille dame victime d'une agression et persuadée d'avoir identifié le tueur du 18e. Quelques jours après, une ressemblance frappante amène la police à arrêter le jour même un certain Jean-Luc R, qui prenait tranquillement un verre au café Le Saint-Jean, place des Abbesses. Interpellé sans ménagement, le sosie du portrait robot est immédiatement conduit au commissariat Jules Geoffrin pour y être interrogé. Il faut presque 4 heures à la police pour réaliser que l'homme arrêté n'a absolument rien à voir avec les crimes commis. Saisie par la panique ambiante et par l'urgence de dénicher le coupable, la police a pris un peu trop au sérieux un portrait établi sur la base d'un simple témoignage, lui aussi dicté par la peur. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Jean-Luc R est finalement relâché. Malgré tous les dispositifs mis en place, la police ne parvient toujours pas, en cette fin de mois de novembre 84, à cerner l'identité du ou des meurtriers, et les enquêteurs émettent de multiples hypothèses. Aucun indice, aucune trace ne permet à la police de mieux définir son champ de recherche. Les services spécialisés continuent de comparer des milliers d'empreintes digitales entre elles, mais sans succès, et les rafles destinées à faire pression sur le milieu pour que celui-ci dénonce le coupable restent sans résultat. J'invite les personnes âgées à rester prudentes, sans céder à la psychose de l'agression. Joseph Franceschi, secrétaire d'État aux personnes âgées, novembre 84. Une accalmie de courte durée. Puis les meurtres cessent brusquement, sans explication, et pendant 1 an, il ne se passe plus rien. Peut-être le ou les meurtriers ont eu vent de toute l'agitation ? Possible. En tout cas, plus aucun cas de meurtre. Le ou les tueurs ne tuent plus. Et petit à petit, la peur s'estompe et l'enquête ralentit. Mais alors que l'affaire est à l'arrêt, voilà qu'en décembre 85, soit 1 an après la fin des premiers meurtres, on retrouve Estelle Donjou, 91 ans, étranglée chez elle dans le 14e arrondissement cette fois-ci. Moins de 15 jours plus tard, le 4 janvier, André Ladame, 77 ans, subit le même sort à quelques mètres de là. Après une courte trêve de 5 jours, c'est Yvonne Couronne, 83 ans, qui est surprise et assassinée à son domicile, rue Sarrette. Ces 3 crimes ont été perpétrés dans un rayon de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Chaque fois, le même scénario se répète. La vieille dame est suivie depuis la rue jusqu'à son palier, puis poussée à l'intérieur de son appartement au moment précis où elle ouvre la porte, pour être finalement étouffée ou étranglée. Ce rituel rappelle le cauchemar des vieilles dames du 18e, sans pour autant apporter la certitude qu'il s'agit bien du même homme, car la composante sadique caractéristique des meurtres du 18e, qui est la violence gratuite dont faisait preuve le tueur jusque-là, semble avoir disparu. Dans cette nouvelle série, le meurtrier opère avec moins de sauvagerie. Il ne torture plus et procède de façon plus rapide, étranglant immédiatement ses victimes ou les étouffant sous des couettes, des matelas ou des oreillers. Pourtant, l'ombre du tueur du 18e plane sur cette seconde série noire. Et pour les personnes âgées, les choses sont claires. Le périmètre de la peur a simplement changé de quartier. La liste des crimes n'est pas close, et dans le seul mois de janvier 86, 4 noms vont venir s'y ajouter. Au cours de la seule journée du 12 janvier, 2 femmes sont retrouvées mortes chez elles. Margem Djourbloum, 81 ans, rue Pelé, dans le 11e, et Françoise Vendôme, une veuve âgée de 83 ans, rue de Charenton, dans le 12e. Toutes les 2 sont mortes étranglées. 3 jours plus tard, c'est Yvonne Cheblé, 77 ans, qui est découverte sans vie dans le 5e arrondissement. Après plus d'une 60aine d'interpellations sans résultat dans les milieux suspects, toxicomanes, trafiquants, détraqués, les enquêteurs sont au bord du découragement, et le quai des Orfèvres se trouve dans une impasse. C'est pourtant vers la fin de ce mois, de janvier 86, que la police, pour la première fois depuis le début de l'affaire, fait un grand pas en avant. Le laborieux travail de comparaison d'empreintes digitales porte enfin ses fruits. Il découvre que des empreintes relevées sur les lieux de plusieurs crimes commis en 84 sont identiques à plusieurs autres séries d'empreintes relevées sur les lieux des crimes commis fin 85 et début 86. C'est ainsi que la police peut désormais assurer qu'un même homme, au moins, sans pour autant exclure des complices probables, fut présent à 3 agressions mortelles de 1984. Cette découverte bouleverse le cours de l'enquête. La police détient à présent 3 éléments. Une série d'empreintes, un mobile, le vol de liquidités, et un mode opératoire assez bien défini. En dépit de la nouvelle panique qui s'empare de la capitale, les enquêteurs reprennent confiance. Le 31 janvier 86, soit quelques jours après les rapprochements effectués par la brigade criminelle, Virginie Labrette, 76 ans, est retrouvée morte dans son appartement, rue de Wattignies, dans le 12e arrondissement.
La police organise alors une opération coup de poing à grande échelle dans la fourmilière du milieu illégal parisien. Les rafles et les contrôles dans les bars de Pigalle se multiplient. De son côté, la mairie de Paris propose, cette fois encore, aux retraités des accompagnateurs bénévoles et la pose gratuite de systèmes de sécurité. Au début du mois de février, la série de crimes s'interrompt à nouveau. Mais le 14 juin 86, à nouveau dans le 14e arrondissement, un 8e meurtre met les nerfs de la police à rude épreuve. Ludmila Lieberman, une veuve de nationalité américaine, a été surprise et tuée par son agresseur alors qu'elle rentrait chez elle. Ce qui porte à 16 le nombre de crimes commis suivant le même scénario depuis l'hiver 1984. Puis après ce meurtre, voilà que les atrocités cessent à nouveau, et cette fois-ci pour plus d'1 an. L'année passe et la police est persuadée que le tueur du 18e est parti. La peur disparaît peu à peu et les habitants des quartiers de Paris se sentent de nouveau en sécurité. Mais comme vous vous en doutez, l'horreur ne s'arrête pas là. Coïncidence et chute. Nous sommes maintenant en novembre 87, soit 3 ans après le début des meurtres. Et voilà que le 25 novembre, Rachel Cohen, 79 ans, est assassinée à son domicile rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement. 2 jours plus tard, toujours dans le 10e, Geneviève Germont, 73 ans, étouffée puis étranglée, succombe au 22 rue Cail. Mais quelques jours avant le meurtre de Geneviève Germont, une certaine Berthe Finalteri a été agressée. Et elle en est sûre, par le tueur du 18e. Lors de l'agression, elle s'est évanouie, mais dès qu'elle ouvre les yeux, elle se souvient de tout. Et elle est en mesure de livrer une description détaillée de son agresseur. À la différence d'un témoignage raconté dans un journal comme précédemment, la police a là affaire à une vraie victime. Selon elle, il s'agit d'un métis d'environ 1m80, cheveux blonds crépus, coiffé à la Carl Lewis, d'après ses dires. Un nez épaté, des pommettes saillantes et un anneau à l'oreille gauche. C'est très précis. Des hommes qui correspondent à cette description, il ne doit pas y en avoir des milliers. Le portrait robot du tueur est immédiatement distribué dans tous les commissariats de Paris. 1 mois et demi se passe, et le 1er décembre 87, le commissaire Francis Jacob, chef du commissariat du 10e arrondissement, discute avec des commerçants dans la rue quand soudain, il aperçoit au loin, venant tout droit vers lui, un homme qui, hormis la couleur des cheveux, correspond trait pour trait au portrait robot. Il n'hésite pas une seconde et interpelle l'homme, lui demandant ses papiers. Et là, une coïncidence qui va rajouter des soupçons pour le commissaire. Sur la photo de la carte d'identité de l'homme, en face de lui, il est coiffé à la Carl Lewis. On l'emmène alors au commissariat pour relever ses empreintes. En le comparant avec celle du tueur, plus de doute possible, c'est bel et bien l'assassin. Après des années d'errance, ils ont enfin retrouvé le tueur de vieilles dames. L'homme s'appelle Thierry Paulin et il est immédiatement conduit au 36 quai des Orfèvres, où commence une longue garde à vue. Thierry avoue tout de suite et reconnaît avoir commis 21 meurtres. Pourtant, les policiers n'en ont compté que 18. Quand on lui demande de raconter, il raconte. Il explique comment il repérait les vieilles dames et comment il les approchait pour leur parler. Mais une question se pose encore aux enquêteurs. Pourquoi Thierry Paulin a-t-il cessé de tuer à 2 reprises, de novembre 84 à décembre 85, puis de juin 86 à novembre 87? Thierry Paulin. J'ai toujours été surpris par son calme. Pourtant, un soir, j'ai appris qu'il était violent. Il venait de tabasser le patron d'une boîte de nuit avec une batte de baseball. Co-organisateur de la soirée Look d'Enfer. Thierry Paulin est né à Fort-de-France, en Martinique, le 28 novembre 63. Sa mère, Rose-Hélène Larcher, est âgée de 17 ans lorsqu'elle lui donne le jour. Son père, Gaby Paulin, le reconnaît, puis disparaît et les quitte sans un mot, lui et Rose-Hélène, 2 jours après sa naissance. La mère de Thierry, Rose-Hélène, encore si jeune, se trouve bien vite incapable de subvenir aux besoins de son fils. Et finalement, alors qu'il a 18 mois, sa grand-mère le recueille à Lens-Alane où elle tient un restaurant, le Mamanjo, en bord de mer. Lens-Alane est une jolie plage martiniquaise, peu fréquentée par les touristes, mais où se retrouvent les résidents aisés de l'île. La grand-mère de Thierry, accaparée par son restaurant, ne lui consacre pas beaucoup de temps. Elle le garde cependant jusqu'à ses 10 ans. La première partie de l'enfance de Thierry est donc solitaire. Il a l'impression que personne ne s'occupe vraiment de lui et que personne ne le conseille. Il manque autant d'amour que d'autorité. Ce ne sera qu'en 1973 que sa mère, après qu'elle a reconstitué une famille, reprend son fils auprès d'elle. Thierry connaît alors sans doute une courte période de bonheur. Il joue sur la plage avec ses demi-sœurs
jardine et vit une vie plus proche de celle d'un enfant normal. Sa scolarité, toutefois, n'est pas sans accroc. À l'école des garçons des Trois-Ilettes, où il est inscrit, le petit Thierry se montre un enfant difficile et violent. Un jour, alors qu'il n'a pas encore 12 ans, il menace un de ses professeurs avec un couteau de cuisine, parce qu'il trouve qu'il le punit trop souvent. Mais le petit Thierry sait aussi user de son intelligence. Il intercepte les lettres envoyées par l'école en recommandé pour informer sa mère de l'incident, et surtout, il tape lui-même une réponse à la machine à écrire. Il écrit « L'enfant a été sévèrement grondé », qu'il authentifie en imitant la signature de sa mère. « Oh ça va, je l'ai fait moi aussi hein. Après j'ai pas tué des vieilles dames, cela dit, ça fait quand même une belle différence. Comme quoi tous ceux qui imitent la signature de leurs parents ne deviennent pas forcément des tueurs en série. Qui l'eût cru ?» Dans la famille Thierry, en même temps, les rapports se dégradent. Alors que celle-ci s'est encore agrandie, le beau-père de Thierry tient de plus en plus à le considérer comme une charge. Aussi, sa mère, qui a retrouvé la trace de son père en métropole, à Toulouse, où il travaille dans le bâtiment, décide de reprendre contact avec lui. Et plutôt que de verser une pension, le père de Thierry propose de le prendre avec lui pour qu'il apprenne son métier et qu'il devienne plombier ou maçon. Le jeune garçon quitte donc sa mère pour la métropole française. Lorsqu'il arrive à Toulouse, s'intégrer à sa nouvelle famille n'est pas facile non plus. Son père, qu'il n'a jamais vu, est marié et a 2 enfants. Jusqu'à ses 16 ans, Thierry va au collège et passe tant bien que mal son BEPC. Puis il entreprend alors de préparer simultanément un CAP de coiffure et un autre de mécanique et électricité auto au centre de formation des apprentis de Bordelongue. Mais l'adolescent, comme souvent à cet âge de la vie, est plus préoccupé par ses virées à mobilette avec ses copains que par ses études. Thierry s'est alors fait une bande d'amis avec lesquels il traîne dans les cafés ou les boîtes de nuit. Ensemble, ils se bagarrent beaucoup et la bande a vite fait d'être connue dans leur ville. Thierry est alors le seul noir de la bande, mais il ne semble pas en avoir souffert. Il se souviendra de cette époque comme du bon temps. Et alors qu'il délaisse de plus en plus ses études, il ne passe pas ses CAP. Pendant quelques temps, il vend des tableaux en porte-à-porte et son père lui propose de travailler avec lui, mais il refuse. Petit à petit, leur relation se dégrade, surtout que son père n'accepte pas vraiment son homosexualité. À 17 ans, il devance l'appel du service militaire et est affecté au salon de coiffure du régiment parachutiste. Là, c'est compliqué aussi. Thierry Paulin est noir et homosexuel, ce qui ne l'est pas beaucoup à la caserne. Pour Thierry, ce nouvel épisode de sa jeunesse est encore une période difficile. Le 14 novembre 82, alors qu'il est en permission, Thierry entre dans une épicerie dont il était un client régulier, rue Ledru-Rollin à Toulouse. Il y entre une première fois et engage une conversation anodine avec l'épicière, Madame Marguerite, âgée de 75 ans. Il ressort, puis 10 minutes plus tard, refait éruption dans la boutique, le visage masqué par un foulard. Menaçant la pauvre femme d'un couteau de boucher, il rafle alors le contenu de la caisse, 1400 francs. Il a alors à peine 19 ans, et il est arrêté rapidement grâce au témoignage de l'épicière qu'il a bien reconnu et est incarcéré une semaine à la prison de Saint-Michel. Il est dès lors fiché et jugé le 7 juin 83 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Il écope alors de 2 ans de prison avec sursis pour vol avec violence. Au moment de son procès, il déclare au juge qu'il a volé pour pouvoir s'acheter des vêtements. Il est ensuite renvoyé de l'armée de terre et il se porte volontaire dans la marine à Paris. Mais on ne veut pas de lui non plus. Il finit cependant par entrer à l'école des fusiliers marins à Lorient, dont il est vite renvoyé, mais non sans être devenu matelot breveté. Ce qui lui permet d'être affecté à la base aéronavale de Toussus-le-Noble dans les Yvelines. On l'y intègre dans une équipe détail, plus précisément, on l'emploie surtout à tondre les pelouses. Entre-temps, la mère de Thierry a elle aussi rejoint la métropole et s'est installée à Nanterre. À la fin de sa période militaire, début 83, Thierry rejoint donc sa mère à Paris, mais pour peu de temps. Très vite, là-bas, il devient familier des milieux homosexuels parisiens et parvient à se faire embaucher au Paradis Latin, près du quartier latin, un cabaret particulièrement connu pour ses spectacles de travestis. Thierry pénètre enfin un milieu qu'il accepte. Sans mauvais jeu de mots. C'est alors un garçon athlétique, il mesure 1m82, toujours vêtu à la dernière mode, un diamant à l'oreille, il arbore une coupe de cheveux géométrique à la Carl Lewis. Déjà à ce moment-là, Thierry rêve de grandeur et son plus grand souhait est d'être connu et reconnu. Il raconte alors à qui veut l'entendre qu'il est chef de rang du spectacle, voire même qu'il fait partie de la troupe, alors que le travail de Thierry consiste surtout à desservir les tables. Finalement, c'est au Paradis Latin qu'il rencontre un certain Jean-Thierry Mathurin, un Guyanais serveur du club. Lui aussi a souffert et il est à Paris pour les mêmes raisons que Thierry. Les deux hommes ressentent très vite une grande attirance réciproque. En attendant, Thierry se produit lui-même de temps en temps dans un numéro de travesti au Rocambole, une boîte de nuit de Villecrène, dans le Val-de-Marne, au sein d'une revue d'amateurs. Un jour, il invite même sa mère à assister au spectacle,
Mais celle-ci, choquée de voir son fils travesti en chanteuse de charme, sort avant la fin du spectacle. Pendant la brève période où Thierry habite chez sa mère, ce n'est que conflit et cris. Ne travaillant pas pendant la journée, il traîne à la maison, y amène ses amis et ne respecte rien. La situation devient rapidement insupportable. Et sa mère devient folle le jour où il la menace de mort parce qu'elle refuse de lui signer un chèque pour une opération de chirurgie esthétique qui lui permettrait d'effacer une cicatrice à la lèvre. Il en vient même à frapper au ventre une de ses demi-sœurs enceintes qui tente de s'interposer. Elle prévient alors la police et en avril 84, Thierry est donc à la rue. Pendant ce temps, il loge un temps au hasard chez des amis et des rencontres. Quand, un peu plus tard, sa mère quitte Nanterre pour Goussainville dans l'Oise, Thierry a alors trouvé provisoirement une chambre de bonne dans le 16e arrondissement où il a une vieille dame pour voisine. Il fait alors des extras à droite et à gauche dans des discothèques et dans plusieurs restaurants branchés des Halles. Quelques mois après, Thierry et Mathurin décident que désormais ils vivront ensemble. Et ils s'installent à l'hôtel de Laval dans une chambre à 275 francs la nuit. L'hôtel est situé rue Victor Massé dans le 9e arrondissement, à côté du 18e. C'est alors une période d'extravagance, de restaurants et de boîtes de nuit à n'en plus finir. Thierry et Mathurin deviennent rapidement des figures du milieu homosexuel. Ils sont dans toutes les fêtes branchées et flambent dans tous les endroits à la mode. À ce moment-là, ils travaillent depuis maintenant presque 2 ans au Paradis Latin. Mais la belle relation ne dure pas. À l'automne 84, jaloux, Thierry fait une scène violente à Mathurin en plein restaurant où il travaille et il casse verres et chaises, renverse la table et hurle qu'il veut faire la peau à Mathurin. Ils sont alors immédiatement jetés dehors tous les deux. À ce moment-là, fini l'argent et les luxes faciles, car ils se retrouvent sans emploi. Non seulement ils en sont réduits à se contenter d'une chambre moins chère, mais en plus, ils se voient contraints de solliciter un crédit à leur hôtel. Pour rembourser leur crédit et pour simplement vivre, Thierry Paulin ira au plus rapide. Escroquerie, vol de chéquier ou de carte de crédit, revente de drogue. Thierry commence alors à dealer de la coke et de l'héroïne. Il en consomme aussi, mais moins que Mathurin, qui est défoncé du matin au soir. Puis leur vient l'idée des vieilles dames. C'est facile d'attaquer une vieille dame, ça ne risque rien. C'est ainsi que commence l'effroyable massacre d'octobre 84, juste pour payer de la drogue et des soirées extravagantes. Rien d'autre. Puis après le premier massacre, jusqu'en fin 84, ils décident de prendre leur première pause. Et ils partent se réfugier à Toulouse, où le père de Thierry les accueille. On comprend donc d'où vient le premier arrêt des meurtres. Thierry Paulin retrouve alors le quartier de son adolescence et renoue avec ses anciens camarades. Lui et Mathurin s'affichent rapidement dans les boîtes fréquentées régulièrement par les homosexuels de Toulouse et dépensent de grosses sommes d'argent. Mais les années qui ont passé n'ont pas aidé à résoudre les querelles familiales, et les disputes reprennent de plus belle entre Thierry Paulin et son père. En plus, l'homosexualité désormais manifeste de son fils n'arrange rien. Le couple que forment Thierry Paulin et Mathurin a lui aussi des difficultés et se dégrade peu à peu, et ils finissent par se séparer. Mathurin se résout à rentrer à Paris, et Thierry Paulin continue seul sa vie d'extravagance de nuit. Séduit depuis longtemps par le monde du spectacle, Thierry Paulin pense de plus en plus à monter ses propres numéros musicaux. Il s'y emploie activement. Il continue à soigner son aspect, qui est sa carte de visite, et selon une méthode qu'il a apprise dans les soirées parisiennes, il offre largement champagne et cocaïne pour s'attirer les sympathies, mais malgré ses efforts, l'entreprise échoue. Toulouse ne réussit décidément pas à Thierry Paulin, et le jeune homme décide de regagner Paris, toujours bercé par ses idées de gloire. Il ne tardera pas, en effet, à connaître la célébrité, mais d'une toute autre manière. Le monstre vaincu. Il bouillonnait de projets. Il semblait en avoir fini avec ses bêtises, avoir tourné la page. Maître Hervé Page, avocat de Paulin. De retour à Paris, il reprend ses activités. Toutes ses activités. Et comme vous le savez, il entreprend une autre série de meurtres en tuant 8 nouvelles femmes âgées pour les dépouiller, mais il est alors moins violent et plus direct dans sa démarche. Après cette nouvelle tuerie, Thierry Paulin s'arrête de nouveau. Vous vous souvenez de sa deuxième pause? Eh bien, figurez-vous que c'est parce qu'il était en prison. Et oui, à la suite d'un différend avec son dealer, que Thierry Paulin a menacé avec un pistolet et frappé avec une batte de baseball. Le dealer a ensuite porté plainte et Thierry Paulin a écopé d'une peine de 16 mois d'emprisonnement à Fresnes, dont il est sorti au bout de 12 mois. Ce qui explique la longue deuxième pause dans les crimes. Mais s'il a été condamné, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas la trace de ses empreintes digitales, pourtant nombreuses dans le fichier?
Tout simplement parce que l'agression du dealer a eu lieu à Alfortville, dans le Val-de-Marne, et qu'à l'époque, les fichiers d'empreintes centraux n'existent pas encore. Quand on pense que pendant 3 ans, les policiers ont procédé à des milliers de comparaisons d'empreintes à la main pour rien. Bref, vers la fin de l'été 87, fraîchement libéré, Thierry Paulin renoue avec ses anciennes connaissances et reprend sa vie d'extravagance à Paris. Toujours décidé à organiser des soirées, Thierry Paulin entreprend de mettre à jour son carnet d'adresses. Il se remet à fréquenter les discothèques et les bars homosexuels du quartier des Halles, apparaissant ici et là, plus exubérant que jamais. Thierry Paulin fréquente alors assidûment le Palace, une boîte de nuit célèbre située rue du Faubourg Montmartre à Paris. Toujours charmant et poli, Thierry Paulin dépense sans compter pendant ses soirées. Il prend toujours 1 ou 2 bouteilles de whisky qu'il paye comptant et il laisse de très gros pourboires. Parfois, il vient tous les soirs pendant 1 semaine, puis disparaît pendant 1 mois, pour à nouveau ressurgir plusieurs soirs de suite. Paulin ne tue plus à ce moment-là, mais dilapide toujours de grosses sommes aux yeux de tous. Il n'a d'ailleurs jamais volé à ses victimes les sommes nécessaires à un tel train de vie. Cet argent provient-il du trafic de cocaïne ou de cartes de crédit volées? Les deux, probablement. La clé de la réussite financière de Paulin réside dans l'aplomb dont il fait preuve. Un aplomb qui vient renforcer sa relative popularité parmi les personnes à qui il paye à boire. Le petit voyou toulousain est devenu un hors-la-loi branché qui s'est décoloré les cheveux. Je me disais que c'était un magouilleur de première. Peut-être un dealer. Il avait trop d'argent tout le temps. Employé du Palace de Paris. Puis finalement, sa série noire reprend. Mais celle-ci sera la dernière. Avec l'argent qu'il a récolté chez Geneviève Germont, sa dernière victime, il fête son anniversaire. Il a réservé 3 salles dans un restaurant du quartier des Halles et invité 50 personnes, dont son avocat. Il a été bien inspiré, car il ne va pas tarder à en avoir besoin. Il invite aussi quelques étudiants et toute une faune d'oiseaux de nuit qui forment sa petite troupe. Le champagne coule à flot et Thierry Paulin, en Spencer noir, chemise blanche et cravate, est au sommet de sa gloire. Il a payé l'addition à l'avance, en espèces, avec l'argent de la pauvre Geneviève. Comme il lui en reste encore, il remet le couvert le lendemain dans un restaurant de Pigalle, où il invite 20 personnes. Et encore le surlendemain, vêtu d'un grand manteau gris, il va faire la fête avec des diplomates africains. C'est alors sa dernière soirée d'homme libre. Tous ceux qui l'ont connu à l'époque disent qu'il était très sympathique, plein de projets et totalement insouciant. Après son arrestation donc, il explique tout. Il raconte que si les vieilles dames sont trop virulentes, trop sur la défensive ou trop méfiantes, il laisse tomber. Mais si elles sont faibles, fragiles, fatiguées, il les suit chez elles, les dépouille et les tue. Ce qui est incroyable, c'est qu'il se souvient de chacune d'entre elles. Il se souvient même de la tapisserie des appartements, de la couleur des rideaux et même de la couleur des portefeuilles. Il n'a rien oublié. On l'interroge ensuite sur les différents sévices et les tortures subies par les victimes. On lui demande aussi pourquoi les meurtres étaient beaucoup plus violents dans le 18e arrondissement que dans le 14e. Et alors qu'on lui pose cette question, « Monsieur Paulin, vous vous souvenez d'Alice Benaïm? Vous lui avez fait boire du détergent. Pourquoi ?» Il répond sans sourciller, « Ah non, ça ce n'est pas moi, c'est Jean Thierry. » C'est ainsi que les policiers découvrent que dans la première série de meurtres, Thierry Paulin n'était pas seul. Il était accompagné par son petit ami, Jean-Thierry Mathurin. Un complice donc, qu'ils vont immédiatement interpeller dans le 14e arrondissement, là où il habite désormais. La suite va se jouer dans le cabinet du juge d'instruction. En interrogeant Thierry Paulin, le juge va découvrir un tueur en série qui n'entre dans aucune catégorie. Une personnalité troublante, étonnante, il le décrit lui-même comme un grand pervers. Quand la photo de Thierry Paulin sort en une de tous les journaux, ceux qui le connaissent tombent de haut et n'en reviennent pas. Jean-Thierry Mathurin, quant à lui, est reconnu coupable en 91 du meurtre de 9 femmes. Il est alors condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Il sera ensuite libéré en janvier 2009. Pendant ce temps, Thierry Paulin, qui se trouve à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où il est incarcéré et inculpé pour assassinat et vol aggravé, est à l'isolement. Dans sa cellule, plus narcissique que jamais, il découpe tous les articles qui parlent de lui. Il voulait être célèbre et il réalise enfin son rêve. Et en prison, hors de question pour lui de passer pour un tôlard. Il réussit à se faire apporter 2 sacs de vêtements, des costumes, des chemises blanches, des nœuds papillons. Il tient à garder sa dignité. Même dans la prison, il continue de flamber. Et ça, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de suite, pas de procès. Thierry Paulin est déjà condamné. Il a le sida. Par la suite, son état se détériore très rapidement.
Il enchaîne dépression, tuberculose, méningite. Et le 16 avril 1989, alors qu'il est incarcéré à Fresnes, à l'âge de 26 ans, Thierry Paulin s'éteint. L'histoire du monstre de Montmartre est une affaire qui a bouleversé la France entière, impliquant même Jacques Chirac à l'époque, qui avait fait un discours suite à ces atrocités. Elle est l'une des histoires les plus horribles et les plus violentes que ce pays ait pu compter. Et nous pensons fort à ces vieilles dames pour qui la vie s'est arrêtée si brusquement, pour seulement, la plupart du temps, quelques francs. Je rajouterai une seule chose, comme j'aime le faire dans ces vidéos. Protégez-vous. Vraiment. N'hésitez pas à vous équiper, de quoi vous défendre, ce ne sera jamais un mauvais investissement. Au mieux, vous ne l'utilisez pas, et au pire, vous aurez peut-être de quoi vous défendre, et peut-être survivre. Et surtout, prenez soin de vous. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour profiter de moins 83% sur un abonnement CyberGhost VPN, plus 4 mois gratuits, et surtout, comme je dis souvent, un énorme soutien à la chaîne, en plus d'avoir un super service. En attendant, si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'horreur, c'est par ici que ça se passe. Et moi, je vous fais des bisous.